Kate et William, c'est l'image du bonheur. Un couple parfait, 2 enfants ravissants et partout à travers le monde, des foules qui se passionnent pour leur histoire. Ils incarnent vraiment le rêve finalement de tous les petits-enfants, à savoir, et le prince trouva sa princesse et ils eurent après beaucoup d'enfants. Kate et William, c'est un conte de fées moderne, une histoire d'amour incroyable. Catherine Middleton est la première à faire entrer le peuple à Buckingham Palace. Leurs enfants seront les premiers issus de ce croisement entre le prince charmant et la bergère. Mais pourquoi sont-ils aujourd'hui si populaires? Comment ont-ils aidé la famille royale à redorer leur blason? La famille royale a été mise en question. On s'est dit, est-ce qu'on maintient? Est-ce que ça vaut la peine? Nous allons vous expliquer comment Kate et William ont réussi à réconcilier les Britanniques avec leur monarchie. Kate et William, c'est le power couple. Quand l'un tombe, l'autre l'aide à se relever. Une love story avec ses hauts et ses bas. La BBC a annoncé que le prince William, héritier du trône d'Angleterre, et sa petite amie Kate Middleton ont rompu. Jusqu'au jour que le monde entier attendait. Le prince William prendra pour épouse Catherine Middleton. Le mariage du siècle devant 2 milliards de téléspectateurs qui retiennent leur souffle au moment du baiser. I want to express my congratulations. Happy marriage. Et même au-delà. Be watching and waiting. Mais cette histoire est-elle trop belle pour être le fruit du hasard? Nous allons vous révéler quel rôle a joué Carole Middleton, la mère de Kate. Est-ce que Carole Middleton a pensé tout ça? Certaines personnes ont des doutes. Et vous allez découvrir que la famille royale génère un énorme business. Les chiffres du mariage de William et de Kate sont éloquents. Ça a généré plus de 600 millions de livres. Nous allons vous raconter l'histoire extraordinaire de ce couple mythique avec des témoignages exclusifs. Même Hollywood n'avait pas fait mieux. Et puis nous allons vous révéler comment ils ont cassé les codes de la monarchie grâce aux réseaux sociaux. Du jamais vu. Au moment où Kate rentre en maternité pour accoucher, c'est un tweet qui annonce cette information. On est totalement sur une monarchie 2.0 et maintenant les grandes annonces sont immédiatement relayées sur les réseaux sociaux. Voici l'histoire et les secrets d'un couple star, d'un couple royal, version 2.0. C'est en Écosse, sur les bancs de l'université de St Andrews, que l'histoire d'amour entre Kate et William a démarré. Quelques semaines plus tôt, en septembre 2001, c'est tout un pays qui retient son souffle. Car le prince chéri des Britanniques intègre l'université devant les télés du monde entier. Et sous les regards admiratifs de milliers de jeunes filles, car depuis des années, le jeune prince ne peut pas faire un pas sans déclencher l'hystérie sur son passage. Une véritable rockstar. Le prince William a été autant désiré, en effet, que peut l'être aujourd'hui un Harry Styles des One Direction. Imaginez-vous une petite Anglaise qui a 5 ans de moins ou de plus que lui. Évidemment que tout le monde voulait mettre le grappin dessus. Sauf que William, il était assez réfractaire à tout ça. Je pense qu'il est vraiment mignon et même canon. Je le trouve super. Je pense qu'il est vraiment mignon. On peut le voir partout dans les magazines. C'est comme un modèle. Le prince William est très mignon. Peut-être même qu'il l'était encore plus qu'il ne l'est maintenant. Et les filles étaient folles de lui. Mais William, c'est bien plus que l'idole des filles. Depuis sa naissance, le fils de Lady Di et du prince Charles est le chouchou des Britanniques qui l'ont vu grandir sous le feu des projecteurs. Alors forcément, le jour où on apprend qu'il va étudier dans une université écossaise, ça ne passe pas inaperçu. Quand on a su que le prince William allait s'inscrire à cette université, tout d'un coup, les inscriptions ont augmenté de 44%. Et la majorité de ce pourcentage correspondait à des étudiantes américaines qui voulaient venir rencontrer le prince William. Il y avait un nombre impressionnant de demandes d'inscription d'Américaines cette année-là. La petite université de St Andrews devient donc subitement célèbre. Mais pourquoi William a-t-il choisi cette modeste faculté alors qu'il aurait pu intégrer un établissement plus prestigieux comme Cambridge? Katie Nicholl, la biographe officielle des Windsor, connaît la famille royale dans l'intimité.
Pour nous, elle décrypte cette décision étonnante. Le prince William a choisi St Andrews pour 2 raisons. La première, c'est une petite université où il savait qu'il serait protégé. La seconde, c'est que c'est facile pour ses gardes du corps d'être là tout en gardant leur distance. Être dans une grande ville aurait été une expérience beaucoup plus compliquée pour William. L'université de St Andrews est aussi un campus assez petit, assez familial. Il y a des dortoirs pour les étudiants et en même temps, il était possible de négocier entre la famille royale et l'établissement un espèce de pacte pour faire en sorte que William soit préservé, d'une part des photographes, mais aussi d'autre part de ce que les autres étudiants pourraient raconter sur sa vie privée. Il faut dire que la mort tragique de Lady Di, 4 ans plus tôt, est encore très présente dans les esprits. Et du côté de Buckingham Palace, on se méfie des paparazzis. On veut mettre William à l'abri. C'est son père, le prince Charles, qui va intervenir en personne. Il y avait un pacte entre la presse et le palais qui stipulait que William et Harry seraient laissés tranquilles pendant toute la durée de leurs études. Tout ça à cause du décès de leur mère. La presse britannique a extrêmement bien respecté ça et les a laissés tranquilles. À l'époque, le pacte a été passé avec le directeur de St Andrews. Nous l'avons retrouvé sur place en Écosse. Pour nous, il a accepté de revenir sur cet accord secret. Il y avait un pacte pour le laisser tranquille. En échange, une fois par semestre, on laissait la presse prendre des photos avec William. Et on peut dire que ça a bien marché. Un dispositif sécuritaire impressionnant est déployé au cœur du campus. Tout est fait pour préserver le prince William. C'est dans son bureau à l'université que nous avons rencontré Charles Warren, le tuteur de Will. Il se souvient de cette rentrée extraordinaire. Il y avait plus de présence policière. Il avait ses gardes du corps, mais ils ne s'asseyaient pas en cours à côté de lui, mais ils étaient derrière. Je pense qu'il y avait un système beaucoup plus important en réalité pour communiquer avec le palais, mais il n'était pas forcément visible. Difficile pour un prince d'être un étudiant normal. Pourtant, William va tout faire pour être comme les autres. Sa spécialité, l'histoire de l'art, comme une certaine Kate Middleton. Catherine Middleton arrive à St Andrews la même année que William, mais c'est leur seul point commun. Car Kate a grandi loin du luxe de Buckingham Palace, dans une famille de la classe moyenne britannique. Les ancêtres de Carol étaient miniers. Carol s'est mariée à un homme de la middle class, Michael, qui venait d'une famille un peu plus aisée que la sienne. Ils sont middle class, c'est vraiment la couche moyenne de la société. Ils se sont élevés grâce à leurs affaires. Ils étaient tous les deux dans l'aéronautique. Enfin, pour être franc, elle était hôtesse de l'air et lui était steward. Mais la mère de Kate, Carol, a de l'ambition. Carol Middleton, c'est une femme qui a toujours été très sûre d'elle et qui a toujours su qu'elle voulait réussir. Elle est née dans un milieu très populaire, mais elle était déterminée à devenir rich and famous quelque part. Un beau jour, elle démissionne, d'abord pour s'occuper de ses enfants. Elle leur donne alors la meilleure éducation. Et déjà toute petite, Kate se fait remarquer. Dès l'école primaire, en fait, Kate Middleton avait un petit surnom qui était Princess in Waiting. Elle était très maniérée. Tout le monde la trouvait un petit peu snob. C'était une éducation que lui donnait Carol Middleton pour que sa fille puisse un jour avoir les codes pour rentrer dans des cercles plus hauts que le sien et, si possible, avec les royaux. Car Carol Middleton est une femme très ambitieuse. Alors à la fin des années 80, elle se lance dans les affaires et crée une entreprise d'accessoires de fête. Et ça marche. Ça a plutôt bien marché, ils ont fait une jolie fortune et elle s'est dit « je veux que mes filles réussissent socialement ». Et elle les a placées vraiment sur le chemin du succès. Grâce à l'argent amassé avec son entreprise, Carol peut inscrire Kate dans l'une des écoles privées les plus réputées de Grande-Bretagne. Quand elle était adolescente, Kate était très sportive. Elle jouait à la crosse, au hockey. Elle était très douée en tennis. Elle a vraiment eu une vie scolaire très ordinaire et heureuse. J'ai interviewé sa tutrice qui m'a affirmé qu'elle était une jeune fille très confiante. Par ailleurs, elle a une vraie complicité avec sa mère. Carol Middleton a toujours été très présente dans la vie de Kate.
Il y a une vraie fusion entre la mère et la fille. Elles ont toujours été extrêmement proches. Kate lui a toujours raconté ses histoires. Et concernant les garçons, il se murmure que la jeune Kate craquait déjà pour le prince William. La rumeur dont on parle toujours au sujet de Kate Middleton, c'est qu'elle avait une photo du prince William sur son mur quand elle était plus jeune. Aujourd'hui, elle dément. Elle a dit qu'elle avait bien une photo, mais pas du prince William. En tout cas, les garçons n'ont pas vraiment perturbé ses années de collège. Kate obtient d'excellents résultats scolaires, ce qui lui permet d'avoir le choix de son université. L'université que Kate avait choisie à l'origine était Édimbourg, pour étudier l'histoire de l'art, et tout le monde fut très étonné quand elle changea finalement de décision pour rejoindre St Andrews. Pourquoi Kate a-t-elle finalement décidé de ne pas aller à l'université d'Édimbourg, nettement plus réputée que St Andrews? Hasard? Coïncidence? Ou véritable calcul? Aujourd'hui encore, on soupçonne que Carol Middleton ait tout mis en place pour réussir ses rêves d'ascension sociale. Pour elle, mais surtout pour ses filles. Lorsque William est né fin juin 1982, Kate avait à peine 6 mois. Que Carol Middleton ait pu imaginer, à la naissance du Petit Prince et pendant les années qui ont suivi, qu'un jour, sa fille puisse épouser ce prince, devenir princesse, duchesse et un jour reine, on peut l'imaginer. Tout le monde s'est dit, est-ce que Carol Middleton a pensé tout ça? Est-ce que Carol Middleton a incité sa fille à mettre le grappin sur le prince William? Ça, la question, seules Carol et Kate ont la réponse. C'est vrai que Carol Middleton rêvait d'un avenir brillant pour sa fille. Il se trouve que les jeunes gens se sont plu et qu'ils se sont aimés. La première rencontre entre Kate Middleton et le prince a lieu à San Salvador, une des résidences du campus. William a du mal à s'intégrer et c'est certainement dû à son éducation. Le prince William a été élevé comme un héritier de la couronne. Un jour, il montera sur le trône. Chez les Windsor, on a une éducation très stricte pour le premier-né, celui qui est élevé dans le but un jour de devenir roi. Pourtant, à St Andrews, pour la première fois, il se crée un noyau dur de camarades. Parmi eux, une certaine Kate Middleton. L'histoire de Kate et William commence comme une camaraderie, quelque chose d'assez simple. Ça permet finalement de créer la confiance. C'est pas facile pour un héritier du trône à qui on apprend honnêtement à se méfier depuis le plus jeune âge parce qu'ils sont poursuivis par la presse, l'objet de toutes les attentions, d'une certaine potentielle malveillance. Donc, il faisait partie d'un petit groupe. Kate appartenaient à ce petit groupe d'amis. Ça a permis de créer une certaine confiance. Ils ont travaillé ensemble pour leur sujet d'études. Ça s'est fait assez doucement. Mais visiblement, les amis ne suffisent pas. 3 mois après la rentrée, William a un coup de blues. Londres lui manque et il est sur le point de tout quitter. Et c'est là que pour la première fois, Kate entre en scène. Il y a eu des discussions avec les équipes de son père, les conseillers de son père. Il voulait quitter l'université. Il ne s'est pas très bien acclimaté à St Andrews. Et Kate a été créditée pour avoir convaincu William de rester à St Andrews et aussi de lui avoir fait changer de cours. Une décision prise en partie grâce à Kate. La jeune femme avait-elle une idée derrière la tête ? En tout cas, le prince reste à St Andrews, où un jour est organisé un défilé de mode qui va changer le destin de William et de Kate. Il y a eu un élément déclencheur pour William, c'est le jour où Kate défile. Elle défile pour une association caritative et elle défile en tenue très légère. Quand on voit la photo, elle est finalement en maillot de bain avec une sorte de voile et elle a ce corps sculpté par le sport. C'est une grande sportive, Kate, elle est très belle. Et là, Will se tourne vers son voisin en disant « Wow, Kate is hot !» Elle est explosive, cette fille, et c'est là qu'il y a un déclic. Je dois dire de moi-même que je suis une véritable entremetteuse royale, car grâce à moi et à ce défilé à St Andrews, Kate a porté cette robe devant le prince et a été vraiment remarquée pour la première fois dans cette robe assez transparente. Donc oui, je fais un peu partie de l'histoire. William est sous le charme, mais Kate n'est pas encore prête. Elle a peut-être résisté, mais je crois qu'elle avait un petit copain à l'époque. Lui-même était plus ou moins engagé ailleurs, enfin engagé sans être fiancé. Donc oui, ils ne sont plus. Mais entre le moment où vous vous plaisez et le moment où vous décidez de sortir ensemble, il a fallu mettre de l'ordre chacun dans sa vie.
À la rentrée suivante, Kate et Will s'installent ensemble avec 2 autres amis en colocation. Une excuse pour se rapprocher encore plus? En tout cas, cette fois-ci, Kate ne peut pas résister au prince charmant. Colocation dans un joli appartement, ils sont tous ensemble et ça permet finalement de protéger cet amour naissant, c'est-à-dire que comme il y a plusieurs gens, on ne sait pas très bien quelles sont les relations, ils sont déjà ensemble mais ils sont protégés par cet environnement d'amis qui fait qu'il n'y a pas d'officialisation nécessaire, alors que si c'était installé juste tous les deux, forcément c'était plus difficile à défendre. C'est lors de vacances au ski qu'un paparazzi les surprend. Ils sont déjà en couple depuis 3 ans quand le Sun titre « William a une petite amie ». C'est la première photo des amoureux, un scoop. La vérité est qu'à St Andrews, tout le monde était au courant qu'il sortait avec Kate. Mais pour le reste du monde, c'était un secret, jusqu'à ce que les gens découvrent avec cette photo à la une dans le magazine. Là, il n'y avait plus de mystère. C'est là que son nom a été rendu public et qu'a commencé la Kate Mania. Tout le monde a voulu savoir qui elle était, d'où elle venait, quels étaient ses antécédents familiaux, est-ce qu'elle serait un jour la future reine du royaume, évidemment. Tout le monde a scruté cette jeune femme. Le fait de découvrir que sa première petite amie officielle était une petite fille d'anglais moyen a sans doute largement contribué à rendre la nouvelle encore plus agréable et joyeuse pour les Britanniques. Pour préserver leur nouvelle relation, William et Kate emménagent, toujours avec leurs 2 colocataires, dans une résidence beaucoup plus isolée. Quand Kate et William ont commencé à sortir ensemble, ils ont vécu des moments merveilleux. Ils étaient tranquilles et seuls et faisaient ce que n'importe quels étudiants font. Aller au bar, au restaurant et aller un peu partout où bon leur semble. William jouait au polo, il allait aux soirées, aux bals, et parce que la presse respectait sa vie privée, il a vécu des moments vraiment tranquilles. En fait, grâce à ça, lui et Kate ont pu vivre le début de leur romance complètement libre. Pendant ces années de colocation, William semble nager dans le bonheur. Son tuteur de l'époque s'en souvient parfaitement. C'était dingue pour nous de réaliser qu'il essayait de faire oublier qui il était vraiment. Ce que vous voyez en fait, c'est qui il est réellement. Il faisait tout comme les autres pour avoir une vie ordinaire. Puis, il est vraiment très drôle, il a un grand sens de l'humour. Vous voyez, William, il a un paquet d'histoires complètement incroyables sur la famille royale. Il est très drôle à propos de ces histoires, mais vraiment, vraiment très drôle. Tout le monde riait ses anecdotes, parfois même à son détriment. Mais c'est un vrai conteur quand il est avec des amis. William est heureux, mais il n'est pas prêt à s'engager pour autant. Quand un journaliste l'interroge, le jeune homme a une vraie réaction d'ado. Prince William, romance clearly in the air here. Could there be another wedding perhaps on the card sometime soon? No, I don't think so. Il a été tellement pris dans cette affaire du divorce de ses parents, un divorce médiatique en plus, tout le monde ne parlait que de ça, qu'il a voulu prendre le temps d'être sûr de ses sentiments pour dire oui et se lier avec Catherine Middleton. Pas de mariage dans l'air pour William. En revanche, au mois d'avril 2005, son père épouse Camilla Parker Bowles, son amour de jeunesse. Kate n'est même pas invitée. Petite amie, oui, mais de là à être conviée à un mariage royal... Mais 2 mois plus tard, pour le jeune couple, c'est la remise des diplômes. Will et Kate vivent leur dernier moment de liberté. C'est aussi ce jour-là que les Middleton croisent la famille royale pour la première fois. Mais Kate n'est juste qu'une petite amie, alors il n'y a aucun contact entre les familles. La reine est tout sourire. Normal, jamais un membre de la famille royale n'a été autant diplômé. Alors un futur roi. Et lors de son discours, le doyen de St Andrews assure que son université a tout d'une agence matrimoniale. Est-ce un clin d'œil ? Tous les ans, je répète la même chose à la cérémonie de remise des diplômes. Tous les ans, je dis peut-être qu'ici, vous avez rencontré votre moitié. Et j'ai répété la même chose quand Kate et William ont reçu leur diplôme. Et bien sûr, ils ont rejoint le rang de tous ceux à qui c'est arrivé à St Andrews. Et je leur souhaite d'être très heureux dans leur vie future.
Mais cette remise de diplôme, le directeur de St Andrews s'en souviendra toute sa vie. Je marchais en dehors du campus avec le prince Charles pour dire au revoir et il me dit « Hey, Dr Lang, je voudrais vous féliciter ». Je pensais qu'il allait me féliciter pour ses 4 années à former William, mais il a ajouté « Dr Lang, je tiens à vous féliciter pour vos chaussettes roses ». Ça a vraiment mis mon rôle d'enseignant en perspective. William a bien conscience que pour lui, les années d'insouciance, c'est fini. As much as I've loved St Andrews and I've loved being here and being at university, I am ready now to get out and do different stuff. There's so much I want to do, and I just, you know, it worries me occasionally. I won't be able to do it all, but I'll make a good start of it anyway. Dans quelques jours, Kate et William quitteront le campus. Chacun va devoir à présent affronter les réalités de la vie d'adulte. Leur histoire y résistera-t-elle? Pourront-ils vivre ensemble, sachant que cette fois la presse ne les épargnera plus? Quand William et Kate quittent St Andrews, ils sont toujours ensemble. Enfin, façon de parler, car William décide de réaliser son rêve de toujours, devenir soldat. Il entre alors à la prestigieuse Académie royale militaire de Sandhurst en janvier 2006, 4 ans après le début de leur idylle. De son côté, Kate s'est installée à Londres. Loin des yeux, loin du cœur, Kate tente de s'occuper comme elle peut. Elle s'est cherchée, elle avait du mal, et finalement sa notoriété du fait qu'elle était la petite amie de Will ne la servait pas, parce que ça compliquait les choses, on avait tendance à ne la ramener qu'à ça. Ça l'a plus handicapée professionnellement pendant un moment que ça ne l'a aidée. Ça a été la princesse à laquelle on a... Enfin, la future princesse à laquelle on a reproché de ne pas travailler assez. Elle était simplement en attente de la demande de fiançailles. Et ça, les Anglais lui ont beaucoup reproché de ne pas travailler suffisamment. Kate finit par trouver un job dans une enseigne de prêt-à-porter. Mais elle a un emploi du temps aménagé. Elle doit se rendre disponible dès que William lui demande de la rejoindre. Évidemment, il y aura de longues semaines de séparation. Une carrière dans l'armée, ça ne se fait pas derrière un bureau sans bouger. Donc Kate commence à attendre à cette période-là. Elle ne voit plus son prince au quotidien comme ils avaient pu le faire en colocation pendant la fac. Désormais, elle a son propre appartement. Elle met tout en œuvre pour se rendre disponible tous les week-ends au cas où lui aurait un peu de temps à lui accorder lorsqu'il rentre chez lui. Kate passe son temps à attendre. Et c'est à ce moment-là que la presse lui donne le surnom de Waity Katie. À la fois, elle avait tous les inconvénients de cette relation. Elle était poursuivie par les paparazzi, elle était scrutée, elle était moquée, elle ne pouvait pas être protégée physiquement puisqu'elle n'était pas officiellement membre de la famille royale. En revanche, il n'y avait pas d'engagement de la part de William. Et le prince ne ménage pas sa belle. Souvent, il lui préfère des soirées bien arrosées avec ses copains de l'armée. À force de patienter tranquillement toute seule dans son petit appartement, un jour, elle réalise que le prince William, lui, pendant ce temps-là, il fait l'armée, il s'amuse avec les copains, et certains week-ends où il lui dit que non, il va pas pouvoir rentrer, et ben en fait, il était en train de faire la fête avec les copains. Il a notamment été photographié dans un bar à Bournemouth lors d'une soirée, on va dire, post-étudiante, et assez proche d'une jeune étudiante étrangère. Ça a même créé des tensions dans le couple, parce qu'elle n'en pouvait plus, la pauvre. Donc en 2007, d'ailleurs, elle lui a mis un peu un ultimatum, en lui disant « Bon, écoute, maintenant, décide-toi ». Pire, la presse va s'en prendre à sa famille. Pour la première fois, les parents de Kate sont invités à un événement officiel. Il s'agit de la remise de galon de William, qui devient lieutenant. La reine et le prince Charles sont là, mais toute l'attention va être tournée vers Carol, la mère de Kate. Carol mâchait un chewing-gum, ce qui ne se fait décemment pas dans les cercles mondains. En réalité, elle mâchait une gomme anti-tabac pour arrêter de fumer. C'était vraiment dommage. Une fois diplômé de Sandhurst en 2006, William décide de poursuivre sa carrière militaire en s'engageant dans la Royal Air Force. Pour Kate, qui est déjà en couple avec William depuis 5 ans, c'en est trop. Elle lui demande de faire un choix. C'est elle ou l'armée. Mais William ne veut pas subir la moindre pression.
Ils décident donc de rompre. L'information fait la une de la presse. La BBC a annoncé que le prince William, héritier du trône d'Angleterre, et sa petite amie Kate Middleton ont rompu. Après plusieurs années d'idylle, la monarchie avait cru trouver son couple. Mais une fois encore, il semblerait qu'avec la famille d'Angleterre, les histoires d'amour en général finissent mal. Pas facile d'être quitté devant la planète entière. Pourtant, Kate va encore se montrer maligne et tirer son épingle du jeu. Un temps, elle est triste. Pendant un moment, elle sort en ayant l'air abattue. Elle est chiffon, elle n'est pas comme d'habitude, elle n'est pas aussi joyeuse que d'habitude. Et puis un jour, Kate se reprend. Kate se dit, très bien, nous sommes séparés, et alors, la vie continue. Et là, elle se met à sortir, elle aussi. Elle se met à aller danser dans les clubs londoniens, à sortir avec ses copines. Avec Pippa, sa sœur cadette, elle court les événements mondains. Les deux femmes sont surnommées Sœurs Glycine pour leur facilité à grimper l'échelle sociale. Kate apparaît dans des tenues très aguicheuses, montrant une plastique irréprochable. Et forcément, William n'y résiste pas. Et là, à ce moment-là, lorsque le lendemain, ça fait les gros titres, c'est là que le prince William se dit « Elle est libre, elle est belle, elle s'amuse, je veux la récupérer ». Et donc, c'est la reconquête de Kate Middleton par le prince William. Finalement, la rupture n'aura duré que 4 mois. Nous sommes en juillet 2007, une date importante pour William et Harry, car c'est l'anniversaire des 10 ans du décès de leur maman, Diana. Les deux princes organisent un énorme concert à Wembley. This evening is about all that our mother loved in life. Her music, her dance, her charities, and her family and friends. I'd also like to take this opportunity to say hi to all the guys in A Squadron Household Cavalry who are serving out in Iraq at the moment. Mais derrière cet événement, il y en a un autre. C'est à cette occasion que William s'affiche à nouveau avec sa Dulcinée. Kate ne semble plus du tout en vouloir à celui qui la balade depuis près de 5 ans. C'est pas difficile de reconquérir une femme quand on lui promet un trône, hein, croyez-moi. Les bijoux de la couronne, on est peu à leur dire non. Quelques jours plus tard, le couple s'envole aux Seychelles, un voyage d'une importance capitale, car c'est là que William va faire une promesse à Kate. Il y a eu une sorte de pacte entre eux où il a dit qu'elle était la femme de sa vie, où il a dit qu'il voulait l'épouser, qu'il avait encore besoin de temps, mais que ça allait se faire parce qu'il voulait terminer sa carrière, avancer sa carrière d'abord, terminer certains engagements qu'il avait. Mais en tout cas, ça renforce le couple, cette séparation, et ça leur permet de repartir sur des basses scènes. Encore 3 ans à attendre. Décidément, Waity Katie mérite bien son surnom. Mais la jeune femme peut compter sur le soutien de sa famille, à commencer par sa mère, Carole, qui n'envisage pas d'avoir tant investi pour rien. Imaginez que le prince la lâche, que restera-t-il ? L'image d'une ravissante jeune femme un peu naïve ? Carole Middleton a toujours fait le tampon, elle a toujours été présente pour sa fille. Lorsque William partait pour un voyage officiel qui durait plusieurs jours et que Kate n'avait pas de nouvelles, Kate appelait sa maman en se demandant « Mais est-ce que j'aurai à nouveau des nouvelles de mon prince ?» Et la Carole Middleton a toujours été là pour dire à Kate « Respecte le pacte que tu as signé quelque part avec William. Si tu veux devenir un jour sa femme, il faut faire des concessions. » Et je pense que Carole avait tout à fait saisi cette dimension-là bien à l'avance. Et c'est elle qui a aidé sa fille à être aussi patiente. Une aide précieuse, car c'est certain, à partir de l'été 2007, Kate et William sont plus amoureux que jamais. Le prince a pris sa décision, il ne reviendra plus en arrière. À partir de ce moment-là, la question n'est plus de savoir si un jour William épousera Kate, mais c'est plutôt de savoir quand. Le mariage semble en bonne voie, et l'annonce est très attendue par Buckingham Palace, qui aurait bien besoin d'un événement positif. Alors, William et Kate, au secours de la couronne? Pas totalement faux. Car depuis une quinzaine d'années, la réputation de la monarchie britannique est entachée de scandales. Depuis le mariage raté de Charles et Diana, jusqu'à la tragique disparition de la princesse de Galles, les Britanniques boudent leur famille royale et le comportement de la reine au décès de Lady Di va choquer. La reine est restée silencieuse et ça a beaucoup choqué les Britanniques en disant « mais nous on a besoin de notre reine, où est-elle ?»
Elle ne dit rien. Et finalement, la reine est sortie, elle a fait un discours, elle a baissé la tête devant le passage du cercueil de Diana. Quand la reine d'Angleterre avait fait un petit discours à la télévision, il fallait aller avec un chiffon essuyer sa télévision, tellement c'était glacé, tellement c'était dépourvu de véritable empathie. Et dans les années qui suivent, les frasques du prince Harry vont également faire scandale. Comme il n'était pas l'héritier, je ne dis pas qu'on s'en souciait moins, mais en tout cas, on lui mettait moins la pression. Peut-être qu'on aurait dû lui expliquer qu'il y avait certaines choses qui ne se faisaient pas, qu'on ne tabassait pas un photographe, qu'on n'allait pas en boîte de nuit pour fumer des substances illicites et qu'il y avait certains déguisements qu'on pouvait éviter. À ce moment-là, la monarchie britannique est au plus bas. Et on se pose même des questions sur son utilité. Il faut se souvenir qu'au début des années 2000, il y a beaucoup d'interrogations sur le pourquoi. À quoi ça sert d'avoir encore une monarchie au début du XXIe siècle. La famille royale a été mise en question. On s'est dit, est-ce qu'on maintient? Est-ce que ça vaut la peine? Pour tenter de calmer cette situation de crise, une véritable stratégie de communication va se mettre en place autour de la firme. La firme, c'est la famille royale restreinte, la reine, le prince Charles et ses 2 fils. La firme, c'est une famille au service d'un pays, au service d'une couronne. Et donc c'est une entreprise parce qu'au fond c'est comme une palette de couleurs et tout le monde est au service de la même cause. Et un jour, le prince Philippe avait dit d'ailleurs nous constituons une firme et nous vivons au-dessus de la boutique, en parlant de Buckingham Palace. Et donc c'est comme une entreprise au service de l'Angleterre. La firme est désormais au pied du mur et doit faire les bons choix afin d'assurer sa survie. L'officialisation de la relation entre William et Kate devient donc la priorité absolue. Il faut qu'elle arrive au bon moment. Pourtant, le jeune couple ne semble pas pressé. William vient d'achever sa formation militaire à la mi-septembre 2010 et il est affecté pour 3 ans sur l'île d'Anglesey, au Pays de Galles, loin de tout. Là, il emménage avec Kate dans un cottage. C'est la première fois de l'histoire qu'un prince britannique vit en union libre. Mais souvenez-vous du pacte passé aux Seychelles entre Kate et William. Ça y est, les 3 ans sont écoulés. Waity Katie a attendu bien sagement son prince charmant. William va-t-il tenir sa promesse en l'épousant? C'est dans le plus grand secret, en octobre 2010, lors d'un voyage romantique au Kenya, que William se décide enfin à demander Kate en mariage. En toute intimité et en toute simplicité. Pendant ses vacances au Kenya, le prince William avait tout pensé pour isoler Kate Middleton le temps d'une soirée pour lui faire sa demande. Ils ont donc passé une soirée tous les deux dans un cabanon qui n'était même pas doté d'électricité. Et c'est à ce moment-là que le prince a fait sa demande à Kate Middleton. C'était enfin arrivé le temps des fiançailles. La bague de fiançailles qu'il a offerte à Kate appartenait à la princesse Diana. Et Diana avait dit à son fils, « Je veux que tu gardes ma bague, car un jour, je voudrais que ce soit ta femme qui la porte. » Donc William, évidemment, a réalisé son souhait. Et Kate va enfin réaliser celui de sa mère. 2 semaines plus tard, elle lui annonce l'heureuse nouvelle. Carol, dont on sait que Kate est très proche, n'est toujours pas au courant lorsqu'il rentre du Kenya. Et là, lorsque William dit à Kate « Ok, c'est aujourd'hui que va partir le communiqué annonçant nos fiançailles, tu peux appeler ta mère. » Il est 9 h du matin, Kate Middleton décroche le téléphone, appelle Carol à Bucklebury et lui dit « Maman, ça y est, je suis fiancée. » On imagine tout à quel point Carol a pu pleurer ou sauter de joie, ça faisait tellement longtemps qu'elle attendait ça. 2 heures plus tard, le communiqué part de Buckingham Palace. La couronne est heureuse de vous annoncer que le prince William et Kate Middleton sont officiellement fiancés. Et visiblement, les parents jubilent. Comme vous le savez, Catherine et William se fréquentent depuis plusieurs années, ce qui nous réjouit car nous apprécions particulièrement William. Nous trouvons qu'il est formidable et nous sommes fiers de lui. Ils forment un très joli couple et nous espérons qu'ils riront encore beaucoup ensemble. Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde pour le futur. Quelques jours plus tard, et pour la première fois, William et Kate donnent à leur tour une interview.
C'est un événement repris par les télés du monde entier où ils racontent leur histoire d'amour. We've been talking about marriage for a while, so it wasn't a massively big surprise. But I took her up somewhere nice in Kenya and proposed. It's very romantic. There's a true romantic in that. There is. And you said yes, obviously. Of course, yes. Yeah. It's a massive thing you're going into now. You know, I mean, obviously, marriage is a big thing for everyone, but it's, you know, in such a public way. Excited, a little bit terrified. Massively excited. Quite happy when the interview's over. But no, we're hugely excited, and it's, you know, we're looking forward to spending the rest of the times, you know, the rest of our lives together, and seeing what the future holds. Kate fait désormais partie de la firme. Pour elle, plus question de porter n'importe quelle tenue. La future duchesse doit dire adieu aux mini-shorts et malgré un style plus sobre, elle reste un modèle pour des milliers de jeunes femmes partout dans le monde. Et grâce à sa robe bleue, Kate devient une véritable icône de la mode. On raconte que cette tenue a été la plus copiée à travers le monde après la robe blanche que porte Marilyn Monroe dans 7 ans de réflexion. Chaque nouveau look porté par la jeune femme dans les événements mondains est analysé, décrypté et se retrouve en rupture de stock quelques jours après. Des blogs dédiés à Kate et à son style sobre et chic voient le jour et sont suivis par des milliers de followers. Kate est une vraie star, un vrai modèle. Elle n'a jamais un cheveu de travers, elle a toujours la robe qu'il faut. C'est une icône maintenant, Kate, une icône sans précédent. Chez nous aussi, Kate est une égérie pour des milliers de femmes. La première de ses admiratrices, c'est Linda. Elle est styliste. Elle a créé le blog de référence sur le look de Kate Middleton. Un véritable carton, 6000 clics par jour. Avec Kate, voilà, c'est que du bonheur, c'est de l'harmonie, de la cohésion familiale. Elle véhicule de belles valeurs, elle est élégante, elle a un style distingué, c'est beau. Linda explique la vénération que suscite Kate Middleton auprès de nombreuses jeunes femmes. Le style de Kate les rassure et en plus, comme la duchesse est capable de passer d'une tenue vraiment hors de prix à une petite robe de grande diffusion, donc là voilà, elles sont ravies, elles se précipitent et puis elles cliquent, elles se commandent la même robe que Kate. Je pense qu'à travers le vêtement, elles achètent aussi un peu du conte de fées en fait. Elles ont un peu le conte de fées par procuration. En tant qu'icône de la mode, Kate prend son temps pour choisir la robe de mariée idéale. Alors forcément, elle fait l'objet de toutes sortes de spéculations. Une question qui n'intéresse pas uniquement les femmes. Les Anglais sont de gros parieurs, alors pour un tel événement, bookmakers et joueurs rivalisent d'imagination. Trouver par exemple le nom du couturier de la robe peut rapporter gros. Certains paris peuvent rapporter gros, jusqu'à 75 000 € pour un joueur qui a parié que c'est la tiare de la reine Victoria qui ornera la chevelure de Kate. Je pense qu'elle la portera, parce que c'est royal et c'est la tradition. Elle n'a pas oublié d'où elle vient, elle a les pieds sur terre. Moi, je pense qu'elle n'en mettra pas. Et le prince Harry oubliera-t-il les alliances? Est-ce que le prince Philippe s'endormira pendant la cérémonie? Est-ce que Elton John chantera lors de la réception? Les sommes engagées sur ces paris royaux devraient représenter plus d'1 million d'euros. Des paris qui vont générer des millions de livres. Le mariage doit être une super production et pour le développer, quoi de mieux qu'Internet? La firme se met au goût du jour en créant la page Facebook British Monarchy à l'annonce du mariage. Pour la première fois, on lance un compte Twitter et une chaîne YouTube raconte l'actu de chaque membre de la famille royale. Objectif pour Buckingham, être partout et tout contrôler. Une monarchie qui entre lentement mais sûrement dans l'ère du digital. Mais ce n'est que la première étape. Tout sera professionnalisé après le mariage. Bienvenue sur la chaîne spéciale de la famille royale du Royaume-Uni. Les dernières actualités au sujet de la monarchie anglaise. C'est historique. Pour la première fois, la monarchie britannique est bien présente sur les réseaux sociaux. On pourrait marquer le moment où la monarchie rentre dans l'ère du numérique au moment du mariage de Kate et de William. C'est à ce moment-là où véritablement on va faire un pas de plus vers le digital. À titre d'exemple, c'est ce site internet qui est dédié au mariage, très en amont, et sur lequel on va pouvoir visualiser l'ensemble des préparatifs.
quelle va être la robe de Kate, quel va être le cuisinier, quels seront l'ensemble des invités. On distille au fur et à mesure un certain nombre d'informations pour vivre très en amont et on utilise l'Internet pour cela. On est totalement sur une monarchie 2.0 et même la reine, qui est quand même vraiment une vieille dame, a tweeté pour la première fois. Et maintenant, les grandes annonces sont immédiatement relayées sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose de très important parce que ça permet de garder ce contact avec la jeune génération et donc d'être dans le futur. Les préparatifs du mariage sont ultra médiatisés. Tout est organisé au millimètre près. Alors, qui sera invité ? 1900 Bristol sont envoyés. À l'inverse des autres mariages princiers, et à l'exception de quelques personnalités et têtes couronnées, aucun chef d'État ne sera présent. Kate et William ont décidé de s'entourer de leurs proches. John Haley, le propriétaire du pub où les Middleton ont leurs habitudes, se souvient. Un jour incroyable. J'ai reçu un coup de fil, mais j'étais parti. Et il y avait un message me disant de rappeler. Pippa m'a dit que Kate m'invitait. J'ai demandé la date et dit que je serais sûrement un peu occupé à ce moment-là. Oh, je rigole. J'ai dit bien sûr que je viendrais. C'était incroyable. Je me suis demandé si je serais invité, mais je n'y croyais pas trop. Et puis, on m'a appelé. Tout le monde ne parlait que de ça. Il y avait tellement de gens pas invités, mais moi j'y allais. Un sentiment incroyable. En ce jour du 29 avril 2011, tout a été orchestré telle une super production. 8000 journalistes sont postés sur le chemin entre Westminster et Buckingham. 1 million de touristes attendent dans la capitale et un service de sécurité de 5000 personnes a été déployé. C'est une matinée radieuse qui s'annonce des deux côtés de la Manche et qui va voir célébrer le mariage du siècle. Le prince William, héritier de la couronne d'Angleterre, prendra pour épouse Catherine Middleton. Entre 10h et 11h du matin, les membres de la famille royale ainsi que la famille de Kate arrivent à Westminster. Après près d'1 heure de service, le couple très ému se rend à Buckingham pour apparaître au balcon du palais. De quoi faire pleurer et hurler la foule en liesse. Les voilà. Elle a dit waouh, Catherine. La famille évidemment royale va les accompagner. Voilà la reine, Mrs. Middleton, la duchesse de Cornouailles qui s'occupe de sa petite fille, Elisa Lopez. Le prince Charles. Le prince Charles, prince de Galles. Ah, voilà le baiser. Voilà. On est très émus tous, la foule applaudit. J'ai raté des chars. Oui. Peut-être la foule va-t-elle réclamer un deuxième baiser. Ça s'est quand même merveilleusement bien passé. C'est vraiment ce moment d'incarnation du conte de fées, ce lancement de ce couple qui devient encore plus emblématique à partir de ce moment-là parce qu'ils incarnent vraiment le rêve finalement de tous les petits-enfants, à savoir, et le prince trouva sa princesse et ils eurent après beaucoup d'enfants. Pour que tous les Anglais puissent suivre en direct cet événement énorme qu'ils ont attendu si longtemps, David Cameron, le Premier ministre, décide même de faire que le jour du mariage, le 29 avril 2011, soit décrété férié. Donc chaque Anglais peut se rendre sur le trajet de ce qu'on appelle le landau royal pour voir passer les mariés. Chaque Anglais peut prendre le temps de regarder la cérémonie à la télé s'il ne peut pas aller sur leur passage. Toujours est-il que le peuple tout entier, ce jour-là, a les yeux tournés vers l'abbaye de Westminster, puis vers Buckingham Palace, pour célébrer le mariage de l'héritier de la couronne avec sa promise. Mais ce jour-là n'est pas uniquement le jour de la consécration de la nouvelle duchesse de Cambridge. Il y a une autre personne qui éblouit les foules. Pippa, la sœur cadette de Catherine, apparaît dans une robe ivoire qui dévoile ses formes. On est loin de la jolie mais ultra classique robe de Kate, imposée par son nouveau statut. Avec sa robe sexy, Pippa crée le buzz aussitôt. Le jour même du mariage, lorsqu'une première voiture part avec à son bord une sublime jeune femme habillée en blanc, tout le monde se dit « Oh, c'est Kate, c'est Kate !» Sur Twitter, les premières photos tournent en boucle. « Regardez Kate Middleton, sublime !» avec une photo un petit peu floue d'un profil à l'arrière d'une voiture. Tout le monde se dit « Ah, elle est magnifique !» C'était pas Kate, c'était sa sœur, Pippa, qui était dans une première voiture.
la mariée allait suivre. Et c'est ce jour-là, le jour du mariage, que Pippa a vraiment explosé aux yeux du monde entier. Du jour au lendemain, elle a été projetée dans l'actualité, sous les feux de la rampe. Elle a nourri quelques espoirs de briller en littérature, ça a été un flop. De briller dans des séries télé, je crois que c'est un échec aussi. Donc je crois que c'est plus difficile pour elle. Kate a quand même gardé la vedette, évidemment. C'est elle que le prince embrasse au balcon de Buckingham Palace quelques heures plus tard. Donc je ne pense pas qu'elle ait véritablement volé la vedette à Kate Middleton le jour de son mariage. Ce sera le baiser le plus regardé de toute l'histoire de l'humanité. Plus de 2 milliards de personnes ont suivi l'événement sur leurs écrans, soit près d'un tiers de la population mondiale. Les nouveaux mariés sont salués par toute la planète. I want to express my congratulations. Happy marriage. Et même au-delà. From space, the Expedition 27 crew of the International Space Station would like to offer their congratulations and best wishes. We'll be watching and waiting. Bien sûr, un tel événement a un coût, et certains détracteurs ont accusé le palais de dépenser un peu trop en ces temps de crise. Le budget estimé à 33 millions d'euros n'est pas au goût de tous les contribuables. 36% des Britanniques estiment que ce mariage ne devrait pas être financé avec leurs impôts. Il y a toujours des détracteurs pour se plaindre que la famille royale coûte beaucoup trop cher. Je pense très sincèrement que nous avons une fantastique famille royale qui ne nous coûte vraiment presque rien, environ 66 pence par personne et par an, alors que cette famille génère des millions de livres dans le tourisme par exemple. Nous sommes enviés par le monde entier parce que tout le monde admire notre singularité et c'est pareil pour William et Kate. Le mariage a coûté très cher, mais tout n'a pas été payé par le contribuable. Le contribuable a payé la sécurité, la police, tout ce qui était autour de la création du mariage, mais le mariage en lui-même a été payé par la famille royale. Donc c'était très bien expliqué avant le mariage comment ça allait se passer, pour qui paye quoi et combien ça coûterait. Une dépense importante, mais qui a généré un énorme retour sur investissement grâce à un merchandising surpuissant. Torchons, mugs, vaisselle et autres produits en tout genre ont été créés pour l'occasion afin de venir remplir les caisses de la monarchie. Kate et Will font bel et bien vendre. Tous les jours, je vends pour presque 3 000 € juste des accessoires du mariage. Les chiffres du mariage de William et de Kate sont éloquents. Ça a généré plus de 600 millions de livres. Il y a plusieurs estimations, mais on est en tout cas plusieurs centaines de millions de livres de recettes pour l'ensemble de l'économie britannique. Ce genre d'événement, c'est une grande carte postale de vente de la Grande-Bretagne. Les tasses, les assiettes, les t-shirts, les torchons, tous vendent très très bien. Mais l'argent qui revient de ces ventes ne va pas directement dans les poches de la famille royale. On ne dit pas, là on a gagné 1 € par vente de tasses. Tout cet argent est redéployé dans le budget de l'État et il y a une allocation qui est donnée à la famille royale annuellement. Et exceptionnellement, de temps à autre, on fait une allocation exceptionnelle pour couvrir certains événements. Et des tasses, Margaret Tyler en possède beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est la fan numéro 1 de la famille royale. Chez elle, c'est un véritable musée dédié à ses icônes. Depuis les produits dérivés du règne de Victoria jusqu'aux livres et journaux sortis ces derniers mois, les objets s'entassent dans chaque recoin de son atypique maison d'hôte. Elle a dépensé une véritable fortune pour sa passion. Une passion qu'elle cultive depuis toujours, ou presque. J'ai commencé ma collection royale quand j'étais petite fille, car j'étais fille unique et mes parents l'ont beaucoup regretté. J'ai commencé à lire des livres, des magazines et à collecter des photos. À présent, j'ai 4 pièces dédiées. Ça fait énormément de poussière, mais c'est rien comparé à l'amour que je leur porte. It's a lot, really. A lot of dusting, but it's a labor of love. 4 pièces agencées comme un musée. Et dans la dernière, c'est un véritable hommage que Margaret a rendu à William et à Kate. Alors imaginez, à l'occasion du mariage, à quel point sa collection s'est enrichie. Son porte-monnaie un peu moins. Voici ma section dédiée au mariage royal et à Catherine et William.
Voici le programme de Westminster Abbey, le programme officiel. Et voici un service à thé du mariage. Et voici une photo de l'avancée à l'église qui est très belle. Je suis allée à Westminster 2 ou 3 jours après le mariage pour être sûre d'avoir cette photo. C'est toujours avec émotion que Margaret parle de son sujet de conversation favori, car évidemment, elle était présente le jour J au mariage royal. Oui, bien sûr, j'étais à Londres pour le mariage de Catherine et William. C'était fantastique. Ils avaient l'air si heureux. Quand William a embrassé Kate sur le balcon, elle était toute rouge. Mais en France aussi, le merchandising fonctionne bien. Si comme Margaret, on est fan des membres de la famille royale, on peut se procurer certains objets dédiés. Chantal a ouvert sa boutique il y a plus de 30 ans. Elle y vend essentiellement de la porcelaine anglaise. Pour chaque manifestation marquante qui touche le clan des Windsor, des clients venus de toute la France s'arrachent les mugs personnalisés ou autres kitscheries so British. Et parmi tous ces événements, son meilleur souvenir, c'est le mariage de Kate et William. Juste avant le mariage, à peu près un mois avant, on en a tellement parlé, les médias ont beaucoup parlé. Donc on avait des clientes, on avait des pages et des pages de commandes des clientes. Et vous m'appelez aussitôt que vous recevez quelque chose. On avait au moins 4-5 fabricants, donc ça venait une semaine d'intervalle. Et puis on appelait les clientes et puis elles venaient tout de suite. Elles étaient drôles, elles achetaient, ah oui, ça c'est pour ma maman ou ça c'est pour ma grand-mère, parce que ma grand-mère, elle adore la famille royale, donc ils achetaient des petites pièces. Chantal a vendu près de 300 pièces dans les jours suivant le mariage à des Français. J'avais des Français, ils me disaient, je veux un mug du mariage parce que je veux prendre mon café tous les matins en les regardant. Ils aiment beaucoup tout ce qui est de la famille royale parce que c'est un rêve. Un moment magique qui a définitivement transformé la petite fiancée du Royaume-Uni en future souveraine. Moins de 3 semaines après le mariage du siècle, les premiers clichés de la nouvelle duchesse sont pris sur un parking de supermarché à Anglesey. Faut-il y voir la main de la firme qui souhaitait, après les fastes du mariage, que les jeunes mariés apparaissent comme un couple presque normal? Quoi qu'il en soit, le statut de Catherine Middleton a changé. Depuis les fiançailles, déjà, Kate Middleton était un petit peu intégrée au protocole, mais souvent elle restait au premier rang, pendant que le prince William était à la tribune. Une fois mariée, ça y est, elle fait vraiment partie du protocole. Elle a son propre agenda, elle a son propre onglet sur le site internet de la monarchie. Kate et William vont aller encore plus loin dans la voie de la modernité lors d'un voyage officiel au Canada et aux États-Unis. À cette occasion, ils imposent qu'on les appelle par leur prénom. Ils demandent également qu'on ne leur fasse plus la révérence. Du jamais vu. Kate Middleton a accompagné son mari aux États-Unis. D'ailleurs, on aura la rencontre avec Barack Obama et Michelle. Face au couple du président des États-Unis et sa First Lady, on a désormais le couple de l'héritier de Buckingham avec sa femme à son bras. C'est quand même vachement plus classe que d'y aller tout seul avec sa calvitie. Malgré sa calvitie naissante, William et sa femme font un tabac à Los Angeles. Les plus grands acteurs se transforment en groupies du couple princier. Kate semble prendre goût aux mondanités. Kate est une des femmes les plus exposées au monde et les plus photographiées au monde. C'est quelque chose qui est très difficile à accepter. D'ailleurs, à un moment, juste après son mariage, il y a eu des rumeurs d'anorexie. Elle était très maigre. C'est difficile de gérer son image. C'est-à-dire que l'image qu'on a en se regardant rapidement dans le miroir quand on est quelqu'un de normal le matin et le fait d'avoir toute la journée des images de soi renvoyées, ça crée quelque chose qui est psychologiquement difficile à vivre. Ça aussi, elle a dû apprendre à le faire. Kate est adulée et elle remplit parfaitement sa mission. Elle a accepté les contraintes qui vont avec le job. C'est un métier que vous acceptez pour votre vie durant. Il y a des avantages, hein. Vous avez les avions, vous avez les voitures, vous avez un chauffeur, un garde du corps. C'est une vie où on vous facilite l'existence. Il y a une contrepartie, un prix à payer. C'est l'absence d'intimité et de vie privée.
D'ailleurs, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les femmes britanniques n'envieraient pas tant que ça son statut. Ce qui est assez amusant, c'est que 90% des Anglaises disent que pour rien au monde, elles ne voudraient être à sa place, même pour un seul jour. Donc, ça veut dire qu'elles ont bien compris quand même la difficulté du job. Les Anglaises ne sont peut-être pas prêtes à prendre sa place, mais elles souhaitent toutes lui ressembler. On ne cherche plus seulement à copier son style, et certaines femmes sont même prêtes à passer sous le bistouri. On est même dans la folie autour de Kate, où il y a de plus en plus de femmes qui vont chez des chirurgiens esthétiques en demandant « je voudrais le nez de Kate ». Il y a plein de jeunes femmes qui vont chez le coiffeur en disant « je veux le brushing de Kate ». Les premiers mois de leur mariage sont une parfaite réussite. La couronne tient son couple star, celui qui casse les codes rigides de la monarchie. Un couple moderne qui donne un coup de jeune à la famille royale. Kate et William, c'est le power couple. C'est un couple qui aspire au pouvoir et qui décide de s'entraider, voilà, et qui vont le faire en fusion. Donc l'un aide l'autre. Il n'y a pas de rivalité réelle au sein du couple. Quand l'un tombe, l'autre l'aide à se relever. Quand Kate a des problèmes, William l'aide. Quand William a des problèmes, Kate l'aide. Il n'y a pas de conflit, quoi. Et grâce au soutien de William, Kate est de plus en plus à l'aise dans son nouveau rôle. Elle a presque une qualité de comédienne quand elle se présente, quand elle sent les photographes. Elle a vraiment le savoir-faire. Elle sait tourner la tête quand il faut, faire le grand sourire quand il faut. Donc elle a un opportunisme très protocolaire, mais en même temps qui est naturel. À mon avis, elle tient son homme aussi. Pourtant, dès le début de l'année 2012, le couple va moins se montrer. Et ce n'est pas dû au hasard. C'est une décision mûrement réfléchie par la firme. La famille royale a été très sage en ce sens qu'ils lui ont laissé 2 ans pour qu'ils puissent vivre, Will et elle, à la campagne, de manière assez isolée, une vie simple qui leur a permis, encore une fois, de consolider leur couple. Du temps pour eux, oui, mais surtout une stratégie pour ne pas faire d'ombre à la reine, qui fête ses 60 ans de règne. Pour la firme, le timing des événements est fondamental. Un événement par année. Le mariage de Kate et William en 2011, le jubilé de la reine en 2012, aussi simple que ça. Du moins en apparence. Car derrière cette nouvelle stratégie se cache un des plus grands noms de la communication mondiale. Une femme qui a fait ses preuves dans une multinationale. L'image de Buckingham Palace, aujourd'hui, elle est gérée par Sally Osman, qui a travaillé pour Sony Europe et qui, aujourd'hui, chapeaute une trentaine de personnes organisées en 3 départements. L'un qui va s'occuper de la communication de la reine, le second qui va être en charge de la communication du prince Charles et le 3e département qui, lui, est en charge de la communication de Kate et de William. On peut comparer cette cellule à la communication qui peut être autour d'un véritable gouvernement ou de chef d'État. Depuis la mise en place de cette nouvelle cellule, juste après le mariage, une étape supplémentaire a été franchie. Le palais ne se contente plus d'alimenter son site officiel. Désormais, il communique en priorité sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont changé véritablement la donne. Ça permet de raconter des histoires, de visualiser l'histoire de personnalités de la monarchie. Ce n'est plus des communiqués de presse, c'est une monarchie en action. Et cette action, elle est rendue visible à travers les réseaux sociaux. Et désormais, tout ce qui concerne la famille royale sera pensé, contrôlé. C'est une communication qui se fait quand même par le biais d'un compte institutionnel. Ce n'est pas en leur nom qu'ils tweetent, mais à travers Kensington Palace, le compte Twitter qui est officiel pour William et Kate, à travers Clarence House pour le prince de Galles et à travers Buckingham Palace pour la reine. Donc il y a quand même une approche institutionnelle de Twitter, ce qui permet de protéger les personnalités en tant que telles. Seule ombre au tableau, un événement a échappé à la vigilance de la firme. En septembre 2012, le magazine Closer publie des photos de Kate seins nus en train de passer de la crème solaire dans le dos de son mari. Pour Buckingham, William et Kate, ces incidents rappellent les pires abus de la presse et des paparazzis durant la vie de Diana. Le couple assigne l'hebdomadaire en référé pour atteinte à la vie privée. Quand il y a des photos volées, il y en a quelques-unes, ils sont des cibles idéales pour les paparazzi parce que les gens vont se ruer pour voir des photos qui sont pas forcément grand intérêt, mais enfin la petite culotte de Kate Middleton, ça va faire un sujet de vente incroyable. Parce que Kate Middleton est une personne royale, tout ce qu'elle fait va devenir
un sujet d'intérêt et puis un sujet de polémique. Là où une star serait banale, Kate Middleton sort du lot. Mais la cote de popularité de Kate ne baisse pas, elle est au top. Pourtant, les Britanniques s'impatientent. Ils souhaitent désormais que la duchesse leur donne un enfant pour assurer la succession du trône. Il faut dire que jamais un couple Windsor n'avait attendu aussi longtemps avant d'avoir un premier bébé. Et puis un jour arrive enfin l'annonce. Oui, Kate Middleton annule un engagement officiel parce qu'elle a la nausée et qu'elle est hospitalisée. Et oui, ça y est, cette fois c'est bon. Kate Middleton attend un royal baby. C'est une bonne nouvelle, tout le monde est ravi de l'apprendre. En revanche, on n'aurait jamais dû le savoir aussitôt. Elle n'en est qu'à 2 mois de grossesse. On n'officialise jamais une grossesse avant les 3 premiers mois. Et là, elle a été tellement malade qu'on a été obligé de le dire avant le délai officiel de 3 mois. Un couple royal comme Kate et William a besoin d'avoir un enfant. Pourquoi? Parce qu'il symbolise la continuité de la monarchie britannique. Et c'est tout ce qu'on attend d'un couple royal au bout d'un moment, c'est qu'ils produisent un héritier. Donc avoir un bébé, pour eux, c'est affirmer qu'ils vont être souverains un jour et que le jour où ils vont mourir, l'État va continuer. Ce premier bébé est tellement attendu que sur proposition de la reine, le Parlement a même décidé de modifier la Constitution britannique. Et ce sera valable pour tous les autres bébés. La reine a décidé pour la première fois d'abolir ce qu'on appelle la primogéniture masculine, à savoir que, quel que soit le sexe de l'enfant, c'est l'aîné qui règne. Dès l'annonce de la grossesse de Kate, évidemment, tout le monde veut tout sur le Royal Baby. Sauf qu'un des problèmes majeurs, c'est qu'on ne voit toujours pas le moindre bout de ventre. Kate Middleton ne montrera un semblant de ventre de femme enceinte qu'à partir de son 5e, voire 6e mois. C'est long à meubler pour la presse. Donc là, on en vient aux paris. Les paris sont ouverts sur tout. Sur le lieu de l'accouchement. On se met également à parier sur la couleur de la robe de Pippa lors de sa première visite à la maternité. Est-ce que ce sera une fille ou un garçon? On se met à parier sur les prénoms. Pour quelques pièces, tu peux jouer au jeu, devine quel sera le prénom. Alexandra est le prénom favori pour les filles, c'est le second prénom de la reine. Après, on trouve Charlotte, qui est le second prénom de Pippa. Et pour les garçons, George est le prénom préféré, c'est celui du père de la reine. Les semaines passent et la Grande-Bretagne ne semble vivre que pour l'arrivée du Royal Baby. Pourtant, on ne sait rien. La seule information que la firme a bien voulu donner, c'est juillet, mois de l'accouchement. Maud Garmy fait partie des rares journalistes françaises qui ont couvert l'événement. Pour ne rien manquer, la presse s'est mise en place à partir du mois de juin. Certains journalistes sont arrivés du Japon mi-juin pour commencer à se mettre en place pour le jour de la sortie officielle, pour être sûr d'avoir un bon angle pour la première photo du Royal Baby. Et à partir de là commence une longue attente, ce qui sur Twitter a donné lieu au hashtag #TheGreatKateWaits. Comprenez la longue attente de Kate. Ce bébé a été très attendu, et puis forcément une excitation qui monte. Tout au long du mois de juillet, les journalistes attendent. Certains sont présents devant la maternité depuis des semaines, car la firme ne communique plus du tout sur la grossesse. Objectif, créer un sentiment de manque afin de faire monter le buzz autour de la naissance. Car ce doit être l'événement de l'année. Je n'avais jamais vu autant de monde de ma vie devant cet hôpital. On connaît le procédé officiel. Lorsque la duchesse aura accouché, le prince William devra appeler sur un téléphone crypté la reine Elisabeth pour lui annoncer la nouvelle. Une fois qu'elle le saura, un communiqué officiel pourra tomber. Le 22 juillet, les choses semblent s'accélérer. Vers 15 h, la reine rentre à Buckingham. Faut-il y voir un signe? Puis soudain, aux alentours de 20 h, vraiment l'atmosphère s'électrise. On sent la tension, c'est palpable. Tous les journalistes accrédités Buckingham Palace reçoivent en même temps un mail et un tweet est posté exactement au même moment. La nouvelle est officielle, it's a boy. Et là, la foule se met à hurler, welcome to the future king. Et c'était un moment où les poils se dressaient pour tout le monde, journalistes ou touristes. Un héritier vient de naître, c'est un garçon, bienvenue au futur roi. C'est donc la première fois qu'une naissance royale est annoncée sur Twitter, un événement. Mais l'aboyeur royal va quand même annoncer la naissance.
Ça a suscité un enthousiasme mais sans précédent parce qu'enfin, il y avait un héritier. C'est vrai que le dernier héritier qui est né, c'était Will, donc il y a quand même 30 ans. C'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Ce sont ces moments-là qui soudent vraiment la monarchie avec les Britanniques. Dès le lendemain, comme le veut le protocole, Kate et William s'avancent sur le perron de la maternité pour présenter leur bébé à la presse. He's a big boy, he's quite heavy, but we're still working on a name, so we'll have that as soon as we can. He's got her looks, thankfully. Il est clair que quand on voit William sortir de la maternité avec le maxi-cosy, installer son bébé dans la voiture, c'est l'image d'un père moderne, c'est l'image d'une famille moderne. Mais difficile d'être moderne tout le temps. À la sortie de la maternité, le royal bébé n'a pas de prénom. Et pour cause, c'est une vieille tradition. On sait que pour un héritier de la couronne, il faut que le prénom soit validé par la reine Elisabeth. Par exemple, on avait mis 6 jours après la naissance de William pour savoir qu'il allait s'appeler William. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont accouché à peu près au même moment que Kate et qui ne voulaient pas donner le nom de leur enfant tout de suite parce qu'ils attendaient que Kate accouche pour pouvoir choisir le même nom. Donc c'est vrai qu'on est un peu dans la folie. À la sortie de la maternité, encore une fois comme le veut la tradition, Kate et William vont rendre visite à la reine pour lui soumettre leurs idées de prénoms. Le couple avait une liste courte de prénoms. Ils aimaient Alexander. En fait, ils aimaient les prénoms assez traditionnels que l'on donne à la cour. C'est vraiment chouette qu'ils choisissent ce prénom finalement, car c'est bien sûr celui du père de la reine. Mais par ailleurs, c'était vraiment leur prénom préféré. Donc tout était vraiment parfait. Ça a donné George, Alexander, Louis. C'est une bonne combinaison. À peine né, Baby George est la star de tous les bébés. Cet enfant, un jour, va régner. Quand vous avez un président de la République, il devient important le jour où il est élu. Cet enfant-là, on sait déjà que son avenir est tracé. On sait déjà qu'un jour, il montera sur le trône. Il a déjà, à quelques jours, un destin tracé et un destin hors norme. C'est pour ça qu'il fascine. Mais comment va se passer la vie à trois ? Comment George va-t-il trouver sa place dans la famille royale? Les jeunes parents souhaitent protéger leur nouveau-né. Kate et William partent alors quelques semaines à Bucklebury, chez les parents de la duchesse. Ça a paru évident quand ils ont demandé à Carol de les aider à la naissance du bébé. Et puis, le fait qu'ils y aménagent quelques temps après est bien la preuve qu'ils s'entendent tous très bien. Et chez les Middleton, pas de traitement de faveur pour William. Il doit préparer les biberons et changer les couches de son fils, mais au final, le prince apprécie ce mode de vie loin du protocole. William, c'est quelqu'un qui veut vivre une vie normale. Donc, évidemment, il est content d'aller dans une famille quelque part normale et pas passer tout son temps avec la famille royale. Dans quelques journaux à tirage populaire en Grande-Bretagne, la question a été évoquée, est-ce que les parents Middleton ne monopolisent pas William et Kate? On a expliqué aussi que la reine Elisabeth II était un petit peu agacée par le fait qu'il passe plus de temps avec la famille de Kate, surtout après la naissance de George. Mais tout ça, c'est que de la spéculation, il n'y a rien de concret. J'entends dire ici ou là que le prince Charles serait agacé parce que les Middleton par-ci, les Middleton par-là, etc. Certes, chaque fois que Kate a son enfant, elle a plutôt envie de l'emmener chez ses parents que chez ses beaux-parents. Mais c'est normal. Le prince de Galles, on sent qu'il n'est pas très à l'aise avec un nourrisson. Il est très heureux qu'il existe, mais on ne le sent pas très proche des couches-culottes et de langer, de nettoyer le derrière d'un bébé. Donc je crois que tout ça est à prendre en considération aussi. Pour William et Kate, la famille est essentielle. Et pour l'éducation de leur premier enfant, ils comptent bien être très présents. Kate et William sont très, ce qu'on dit en anglais, hands-on. Donc c'est eux qui s'en occupent. Ils ont pris une nounou, qui est une nounou d'ailleurs formée aux arts martiaux, qui peut tuer quelqu'un d'un coup de petit doigt. Mais malgré cette nounou, ce sont eux, les parents, qui s'en occupent au quotidien et ça se voit.
Une nouvelle fois, Kate et William vont casser les codes du protocole. Pour la traditionnelle photo de famille, pas de photographe officiel. C'est Michael Middleton, le grand-père de George, qui s'en charge. C'est encore une fois un signe de modernité qu'ils veulent envoyer. Le message est clair, cette photo pourrait être celle que des milliers de Britanniques prennent dans leur jardin. Mais la modernité a comme toujours des limites avec le joli couple. À l'occasion de son baptême, Baby George porte une réplique de la robe couleur ivoire qui avait été commandée par la reine Victoria pour sa fille aînée. La photo officielle qui suivra va entrer dans l'histoire. Pour la première fois, 4 générations d'héritiers sont réunies sur la même photo. La communication de la famille royale est encore une fois parfaitement verrouillée. Ces photos sont les seules où George est avec ses grands-parents. Sur tous les autres clichés officiels, Baby George apparaît uniquement seul ou avec ses parents. Et pour Kate et William, impensable de voyager désormais sans leur fils. Une tradition qui avait été mise en place par Lady Di à la naissance de William. Lady Diana était cette princesse qui avait vraiment très envie d'être hyper maternelle avec ses enfants. C'est elle qui a insisté pour casser les codes de la monarchie, pour les emmener par exemple lors des voyages officiels. Le prince William a accompagné son père et sa mère lors d'un voyage officiel alors qu'il avait à peine 1 an. C'était la première fois que ça arrivait dans la famille royale. Aujourd'hui, et c'est depuis Diana, les enfants font partie intégrante de la famille royale. Et lorsqu'on a un nourrisson, on l'emmène avec soi dans un voyage officiel. Au printemps 2014, Baby George est donc avec ses parents pour leur premier voyage officiel en Australie et en Nouvelle-Zélande. Comme Diana, Kate a demandé à partir avec son nourrisson. De la même manière que Kate avait supplanté William le jour du mariage, pour ce voyage officiel, c'est Baby George qui supplante ses 2 parents, qui eux-mêmes sont relégués au rang de accessoire. Celui sur lequel tous les regards sont tournés, c'est Baby George. On a bien remarqué que dans le showbiz, un bébé, de toute façon, c'est devenu presque un accessoire, le hit bag. C'est terrible à dire, mais s'afficher avec son bébé, ça donne un petit plus. Peut-être qu'ils n'avaient pas très envie de trimballer leur enfant partout. Ça ne devait pas être drôle dans l'avion, 12 heures de vol avec un bébé, on sait bien que ça hurle, que c'est terrible. Mais en tout cas, ils se sont pliés à cette nouvelle tendance qui veut que l'enfant soit un argument de communication. Alors, Baby George a hérité du pouvoir magique de Kate en matière de marketing et de commercialisation. Il suffit qu'on le voit avec un petit t-shirt rayé pour que le petit t-shirt rayé soit épuisé dans les 10 minutes. Donc à quelques mois, c'est déjà une fashion victime malgré lui. Et il est extrêmement efficace commercialement parlant. Après la Kate Mania, la presse britannique parle du George Effect. Aujourd'hui, c'est lui que tout le monde suit. Il y a des comptes Twitter Baby George, What Baby George Wore. Il y a des sites internet qui listent tout ce qu'il a pu porter, tout ce qu'il a pu faire, toutes ses petites expressions. Il existe même des émoticônes à l'effigie de Baby George. Donc oui, c'est définitivement lui la nouvelle star de la famille royale. Ainsi, lorsque le petit prince porte une salopette d'une célèbre enseigne française sur une photo officielle, dans les heures qui suivent la publication des clichés, la marque est en rupture de stock. Mais la firme va désormais conseiller à la duchesse d'habiller son fils avec des marques anglaises. Il faut consommer local. Et après ce rappel à l'ordre de Kate, c'est au tour des parents Middleton de faire un faux pas. Pour les 1 an de Baby George, lorsque sur le site internet de l'entreprise de la famille Middleton, qui s'appelle Party Pieces, on a vu apparaître un onglet soudainement « Oh, tout ce qu'il faut pour la fête du 1er anniversaire de votre enfant », les Anglais ont taxé les Middleton de faire de la récupération. On les a beaucoup critiqués en disant « Cette famille essaye de se faire de l'argent sur le dos des Royals », ce qui était quelque part un petit peu vrai, il faut le dire. Mais pourquoi ne pas en profiter ? Mais avec Kate et William, chaque polémique est souvent étouffée par une bonne nouvelle. La preuve, le 8 septembre 2014, quand Clarence House publie ce tweet. Le duc et la duchesse de Cambridge sont heureux de vous annoncer que la duchesse de Cambridge attend son 2e enfant. La presse se réjouit immédiatement de cette annonce et dès le lendemain, Kate fait la une des tabloïds et on fait référence à The Bun. Traduisez sa petite brioche. It's been a tricky few days, week or so, but obviously we're immensely thrilled. It's great news. Early days, but I'm hoping things settle down and she feels a bit better. And I can go back and look after her now. Kate est fatiguée et elle va réduire ses obligations dans les semaines qui suivent.
Et pour cette deuxième grossesse, le prince William va passer davantage de temps avec sa femme, car sa carrière militaire est désormais terminée. Maintenant, il y a d'autres fonctions qui l'attendent, le prince William. Des fonctions de représentation de la couronne un peu partout, de représenter la reine. La reine va voyager beaucoup moins. Le prince de Galles a quand même 67 ans, il va en faire moins. Le prince William va davantage être à Londres, s'occuper de sa femme, de ses enfants. On a aménagé pour eux, à grands frais d'ailleurs, les appartements de la princesse Margaret au palais de Kensington. Donc voilà, il va vivre à Londres et travailler et jouer le rôle qu'on attend d'un héritier du trône. Aujourd'hui, Kate et William remplissent leur mission au sein de la firme. Ils symbolisent la famille modèle et ils ont démontré depuis leur mariage qu'ils parviennent parfaitement à allier tradition et modernité. Le prince Charles est parvenu lui aussi à trouver sa place dans la firme. Il s'impose désormais comme le réformateur de la famille. Charles, c'est notamment l'ouverture pour la famille royale sur toute une série de problématiques qui ne préoccupaient pas la famille royale précédemment. Il a des idées très novatrices sur l'architecture, sur le vivre ensemble. Et on lui reproche d'ailleurs à cet infortuné prince Charles de faire part de temps en temps de son opinion au scandale, puisque vraiment ces gens-là ne sont censés ne rien dire, never explain, never complain. Il a vraiment une idée de rénovation de la monarchie le jour où il deviendra roi, qui presque inquiète d'ailleurs. Le prince Harry, qui vient lui aussi d'arrêter ses obligations militaires, a su trouver sa place dans la firme. Et il a une mission bien précise. C'est lui qui est en charge du rapport à la partie la plus difficile à convaincre finalement du pays, qui sont les adolescents, les tout jeunes. Et c'est lui qui fait ce travail-là et il le fait formidablement bien. Il y a un très très joli rapport entre les deux frères, entre William et Harry. Ils ont été, en plus d'une certaine manière, encore plus soudés par la tragédie qu'ils ont connue avec la mort de leur mère, quand même très jeune. Et ils sont incroyablement complices. Et là-dessus, Kate, encore une fois, a su très très bien s'insérer. C'est-à-dire que Harry et Kate s'entendent comme larrons en foire, ils s'aiment vraiment beaucoup. Donc c'est un espèce de petit trio qui fonctionne vraiment bien. Alors un jour, Harry aura enfin trouvé sa belle et il faudra voir comment ça fait évoluer ce trio. Mais ce sont finalement des gens très soudés, très solidaires. Ils ont d'ailleurs créé une fondation ensemble. Ils font beaucoup d'activités caritatives ensemble. Et puis il y a un respect mutuel. Mais celle qui règne sur la firme, c'est Élisabeth II, une reine à nouveau arrière-grand-mère, et qui va rentrer dans l'histoire en septembre 2015. Elle va battre le record de longévité sur le trône détenu jusqu'ici par la reine Victoria. 2 événements majeurs la même année. Décidément, la firme sait faire parler d'elle. Dans quelques années, après le règne du prince Charles, Catherine et William devraient monter sur le trône et la configuration de la monarchie britannique sera alors inédite. Catherine Middleton sera la première reine d'Angleterre issue du peuple. Leurs enfants seront les premiers issus de ce croisement entre le prince charmant et la bergère. Jusqu'à présent, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. C'est un conte de fées moderne, cette histoire d'amour. C'est une roturière qui a réussi à accéder au rang de duchesse. La monarchie passe du 19e siècle au 21e siècle, brutalement. Et tout ça repose beaucoup sur les épaules de cette nouvelle génération, William et Kate.